Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous lire le chapitre 1 du livre 3 des essais de Montaigne sur l'utile et l'honnête, à partir donc de la traduction de Quarto Gallimard, cette édition-là. Attendez, je vais retrouver le nom quand même. Voilà, dans édition André Lanly. Donc André Lanly, en fait, c'est presque un travail de traduction, on va dire, de transposition en français moderne, et il est mort le lendemain après avoir fini ce travail. Voilà. Donc c'est une rare édition des essais en français moderne qui est plutôt excellente, voilà, et qui ne travestit pas le texte de Montaigne d'origine, et qu'on peut quand même lire sans lire le XVIe siècle. Voilà. Personne n'est exempt de dire des sottises. Le malheur est de les dire avec sérieux. Nae iste magno conatum magnas nugas dixerit. Celui-là, bien sûr, va faire grand effort pour me dire de grandes sornettes. C'est un vers de Terence. Cette critique ne m'atteint pas. La mienne m'échappe aussi nonchalamment que leur valeur l'implique. C'est pourquoi cela leur réussit. J'y renoncerai tout de suite sans qu'il m'en coûtât beaucoup. Et je ne les achète et ne les vends que pour ce qu'elles pèsent. Je parle au papier comme je parle au premier venu. Que cela soit vrai, en voici la preuve. Pour qui la perfidie ne doit-elle pas être détestable puisque Tibère la refusa à son très grand détriment? On lui fit savoir d'Allemagne que, s'il le trouvait bon, on le débarrasserait d'Arminius par le poison, c'était le plus puissant ennemi qu'eussent les Romains. Il les avait très ignominieusement traités quand ils étaient sous le commandement de Varus, et seul il empêchait l'accroissement de la domination impériale dans ces contrées-là. Il répondit que le peuple romain avait pour habitude de se venger de ses ennemis par le moyen de la guerre ouverte, les armes à la main, non par la fraude et en cachette. Il laissa l'utile pour l'honnête. C'était, me direz-vous, un imposteur. Je le crois. Ce n'est pas très étonnant pour des gens de sa profession. Mais l'aveu de la vertu n'a pas moins de portée dans la bouche de celui qui la hait, parce que la vérité le lui arrache de force et que, s'il ne veut pas la recevoir en lui, il s'en couvre du moins en guise de parure. Notre structure est publique et privée est pleine d'imperfections. Mais il n'y a rien d'inutile dans la nature. Pas même l'inutilité elle-même. Rien ne s'est inséré dans cet univers qui n'y tienne une place opportune. L'être que nous sommes est cimenté de façon d'être maladive. L'ambition, la jalousie, l'envie, la vengeance, la superstition, le désespoir logent en nous avec une possession si naturelle que l'image de cela se reconnaît aussi chez les bêtes. Il y a même la cruauté, vice si dénaturé, car au milieu de la compassion, nous sentons au-dedans de nous je ne sais quelle pointe de plaisir méchant à voir souffrir autrui. Même les enfants éprouvent cela. Suave, mari magno turbantibus aecura ventis, et terra magnum alterius spectare laborem. Il est doux, quand sur la vaste mer les flots sont soulevés par les vents, d'assister de la terre aux rudes épreuves d'autrui. Ça, c'était un vers de Lucrèce dans le De Rerum Natura. Si l'on supprimait en l'homme les germes de ses manières d'être, on détruirait les conditions fondamentales de notre vie. De même, dans tout gouvernement, il y a des fonctions nécessaires qui sont non seulement viles, mais encore entachées de vices. Les vices trouvent là leur place et sont employés pour consolider notre société comme les poissons le sont pour préserver notre santé. S'ils deviennent excusables parce que nous en avons besoin et que l'intérêt collectif efface leur vraie nature, il faut laisser jouer ces rôles par les citoyens plus vigoureux et moins craintifs que nous, qui sacrifient leur honneur et leur conscience comme tels autres dans l'Antiquité sacrifièrent leur vie pour le salut de leur pays. Donc l'édition Villet cite les Decius Mus, dont 3 se dévouèrent aux dieux infernaux pour assurer la victoire romaine. Le premier, Publius, dans la guerre contre les Samnites, 340 avant Jésus-Christ. Le second, son fils, dans la guerre contre les Gaulois de l'Ombrie en 295. Le troisième, le petit-fils, en 279, dans la guerre contre Pyrrhus. Nous autres, plus faibles, prenons des rôles et plus faciles et moins dangereux. Le bien public demande qu'on trahisse et qu'on mente, et aussi qu'on massacre. Abandonnons cette tâche à des gens plus obéissants et plus souples. Assurément, j'ai eu souvent de l'irritation à voir des juges attirés par ruse et par de fausses espérances de faveur ou de pardon, le criminel à avouer son acte et employer à cela la tromperie et l'impudence. Il serait bien utile à la justice et à Platon lui-même, qui est favorable à cette pratique, de me fournir d'autres moyens qui me convainquent mieux. C'est là une justice méchante et je n'estime pas qu'elle soit moins blessée par elle-même que par autrui. Je répondis, il n'y a pas longtemps, que je trahirais difficilement le prince pour un particulier, moi qui serais très affligée de trahir un particulier pour le prince. Et je n'ai pas seulement horreur de tromper, mais j'ai horreur aussi qu'on se trompe à mon sujet. Je ne veux pas même donner matière et occasion pour cela.
Dans le peu que j'ai eu à négocier entre nos princes, alors Montaigne fait peut-être allusion aux négociations dont il fut chargé en 1572 entre le duc de Guise et le roi de Navarre, au temps où celui-ci était à la cour du roi de France, c'est les mémoires de Dothou. On pense plutôt aux négociations plus récentes entre le maréchal de Matignon, lieutenant du roi en Guyenne depuis 1583, et Henri de Navarre, le futur Henri IV. Celui-ci a rendu visite à Montaigne dans son château à la fin de 1584. Matignon s'est rallié à Henri IV après la mort d'Henri III en 1589. Donc dans le peu que j'ai eu à négocier entre nos princes, dans ces divisions et subdivisions qui nous déchirent aujourd'hui, j'ai soigneusement évité qu'ils ne se méprisent à mon sujet et ne fussent trompés sur mes intentions par mon apparence extérieure. Les gens du métier, les diplomates, les négociateurs professionnels, restent le plus dissimulés qu'ils peuvent et se présentent comme les hommes les plus modérés et les plus proches des opinions de ceux qu'ils approchent. Moi, je me montre avec mes opinions les plus vives et sous ma forme la plus personnelle. Négociateur encore tendre et novice, j'aime mieux faillir à ma mission que faillir à moi-même. Cette tâche a pourtant été faite jusqu'à cette heure avec une telle réussite, car assurément la fortune y a la part principale, la fortune au sens latin, le sort, personnifié ou non, le hasard, que peu d'hommes sont entrés en rapport avec un parti, puis avec l'autre, avec moins de soupçons, plus de faveur et de familiarité. J'ai une façon ouverte qui me permet de m'insinuer facilement auprès des gens et de leur inspirer confiance lors de l'entrée en relation. La sincérité et la vérité pure trouvent l'occasion de se montrer en quelques siècles que ce soit et ont encore cours dans le nôtre. Et puis est peu suspecte et peu antipathique la liberté de ceux qui travaillent à ces négociations de manière tout à fait désintéressée et qui peuvent véritablement employer la réponse d'Hypéride aux Athéniens qui se plaignaient de la rudesse de son langage. Donc Hypéride, c'est un des grands orateurs athéniens, de 389-322 avant Jésus-Christ. Hypéride fut d'abord l'allié de Démosthène contre le parti macédonien, puis se sépara de lui, on a son discours contre Démosthène, et enfin se réconcilia avec lui après la mort d'Alexandre. Il prononça l'éloge funèbre des Athéniens tombés à Lamia contre les Macédoniens en 323, et fut pris par eux à Égine et livré au supplice. Plutarque, comment on pourra discerner le flatteur d'avec l'ami 26. Donc, employer la réponse du prisonnier qui se plaignait de la rudesse de son langage. Messieurs, ne regardez pas si je suis trop libre, mais considérez que je le suis sans rien recevoir et sans améliorer par là ma situation personnelle. Ma liberté m'a facilement déchargé du soupçon d'hypocrisie du fait de sa vigueur, comme je n'ai évité de dire aucune chose, si désagréable et amère qu'elle fût, éloignée je n'aurais pas pu dire pire. Et parce qu'elle a un aspect manifeste de naturel et de détachement. Donc, le mot du texte est nonchalance, indifférence conviendrait peut-être mieux. En agissant, je ne prétends pas obtenir d'autre fruit que celui de cette action, et je ne lui attache pas des conséquences lointaines et des projets. Chaque action fait son jeu particulier, que le coup porte s'il peut. Alors vous voyez dans la traduction, parfois, il donne les mots du texte, quand les mots du texte ont quand même une certaine importance dans la langue de Montaigne, c'est pour ça que ça reste fidèle au texte, parce que finalement, on a le texte du XVIe siècle, et puis le texte... La transcription en français moderne, qui est en fait, si on lisait le texte du XVIe siècle, on commettrait probablement des fautes de sens, parce que les mots n'ont plus le sens... les mots qu'utilisait Montaigne, utilisés aujourd'hui, n'auraient plus le même sens. Donc finalement, on comprend mieux le texte en lisant la transcription en français moderne d'André Lanly. D'autant qu'il donne parfois le texte d'origine aussi. Au demeurant, je ne suis pas contraint par une passion haineuse ou affectueuse envers les grands, et mes sentiments envers eux ne sont pas garrottés par des torts qu'ils auraient envers moi, ni par des services personnels qu'ils m'auraient rendus. Je regarde nos rois avec une affection simplement légitime et telle que tout citoyen la leur doit, ni provoquée ni détournée par l'intérêt personnel. De cela, je me félicite. La cause générale et juste ne m'attache à elle que d'une façon modérée et sans fièvre. Je ne suis pas sujette à ces engagements qui hypothèquent jusqu'à nos sentiments intimes. La colère et la haine sont au-delà du devoir de la justice et sont des passions qui servent seulement à ceux qui ne sont pas assez attachés à leur devoir par la simple raison. Donc l'édition de 1595 ajoute la citation suivante « Utatur motu animi qui uti ratione non potest » qui use de l'agitation de l'âme celui qui ne peut user de la raison. Toutes les intentions légitimes et équitables sont par elles-mêmes égales et tempérées. Sinon, elles s'altèrent et deviennent séditieuses et illégitimes. C'est ce qui me fait marcher partout la tête haute, le visage et le cœur ouverts. À la vérité, et je ne crains pas de l'avouer, je porterai facilement, au besoin, une chandelle à Saint-Michel, une autre à son serpent, suivant le dessein de la veille.
Donc Montaigne reprend un mot de Rabelais ici qui fait dire à Panurge, dans le tiers-livre 3, partie 3, je le maintiens jusque au feu exclusivement, ce qui semble signifier je n'accepterai pas d'être brûlé pour soutenir mes idées, rester fidèle à mon parti. Je suivrai le bon parti jusqu'au feu, mais exclusivement si je puis. Ah non, donc c'est là qu'il reprend un mot de Rabelais. Quand il dit je suivrai le bon parti jusqu'au feu, mais excusez-moi si je puis, voilà. Oui, c'est ça. Mais donc un autre serpent suivant le dessin de la veille, c'est allusion à un conte populaire assez répandu où l'on voit l'astuce d'une vieille femme qui offre un cierge à Saint-Michel et un autre à son ennemi, le dragon qu'il terrasse et qui figure le démon. Que la maison de Montaigne, Montaigne simplement que Montaigne, on comprend généralement que le château de Montaigne, mais on se demande aussi s'il ne parle pas de sa personne. Soit englouti dans l'effondrement public si c'est nécessaire. Mais si ce n'est pas nécessaire, je saurai gré à la fortune qu'elle soit sauvée, et autant que mon devoir me donne de liberté, je l'emploie à sa préservation. N'est-ce pas Atticus qui, s'attachant au parti juste et au parti qui perdit, se sauva par sa modération dans ce naufrage universel du monde au milieu de tant de révolutions et de divisions? Cornelius Nepos, vide Atticus 6. Pour les hommes privés comme lui, c'est plus facile, et dans une telle sorte d'affaires, je trouve qu'on peut légitimement ne pas avoir l'ambition de s'y mêler et de s'y convier soi-même. Rester chancelante entre les deux parties, garder ses sentiments immobiles et sans inclinaison au milieu des troubles de son pays et dans la division publique, je ne le trouve ni beau ni honorable. Ea non media, sed nulla via est, velut eventum expectantium quo fortunae consilia sua applicent. Cela, ce n'est pas prendre un chemin moyen, c'est n'en prendre aucun, c'est attendre l'événement pour passer du côté de la fortune. Donc adaptation de Tite-Live, Histoire romaine, livre 32, chapitre 21, j'imagine. Cela peut être permis à l'égard des affaires des voisins. Gélon, tyran de Syracuse, tint ainsi en suspens sa préférence dans la guerre des barbares contre les Grecs. Donc Gélon prit le pouvoir à Syracuse en 491 avant Jésus-Christ à la mort d'Hippocratès. La guerre dont il est ici question est l'expédition de Xerxès contre la Grèce qui se termina par sa défaite sur mer à Salamine en 480, puis sur terre à Platée en 479. Gélon mourut en 478. Hérodote, donc ça se trouve dans les histoires d'Hérodote, 763. Donc tint ainsi en suspens sa préférence dans la guerre des barbares contre les Grecs en maintenant une ambassade à Delphes avec des présents afin qu'elle fût en sentinelle pour voir de quel côté pencherait la fortune des combats et saisir à quel point l'occasion de faire pour lui un accord avec le vainqueur. Ce serait une espèce de trahison de faire cela dans nos affaires propres et intérieures dans lesquelles nécessairement il faut prendre parti par dessein bien délibéré. Mais ne pas s'engager dans l'action pour un homme qui n'a ni charge ni commandement précis qui le force à le faire, je le trouve plus excusable, et pourtant je ne me sers pas pour moi de cette excuse, que dans les guerres étrangères auxquelles pourtant, selon nos lois, ne prend pas part celui qui ne veut pas. Donc les guerres étrangères, ce sont les guerres contre les pays étrangers, en ce cas le service militaire n'est pas obligatoire. Toutefois, même ceux qui s'engagent tout à fait pour une cause peuvent le faire d'une manière si réglée et avec une telle modération que l'orage devra passer par-dessus leur tête sans leur faire de mal. N'avions-nous pas raison de l'espérer ainsi dans le cas de feu l'évêque d'Orléans, Monsieur de Morvilliers, donc Jean de Morvilliers, 1506-1577, garde des Sceaux en 1568, puis ambassadeur à Venise, de Toul le présente comme un indécis, dans l'histoire de son temps, 6. Et j'en connais certains parmi ceux à qui cette heure sont engagés valeureusement dans l'action, dont la conduite est ou si égale ou si douce qu'ils seront gens à demeurer debout, quelque dommageable changement politique et quelque catastrophe que le ciel nous prépare. J'estime que c'est au roi qu'il appartient en propre de s'animer contre les rois et je me moque de ces esprits qui de gaieté de cœur s'exposent à des querelles si peu proportionnées à leur rang. Alors déjà, donc s'animer signifie à la fois s'irriter contre quelqu'un et marcher contre lui. Hein. C'est proportionné à leur rang. Car on ne cherche pas une querelle particulière à un prince au point de marcher contre lui ouvertement et courageusement, parce que l'on considère que son honneur est en jeu et que c'est son devoir. Si le prince n'aime pas tel personnage, il fait mieux, il l'estime. Et notamment la cause des lois et la défense de l'état de choses anciens ont toujours ceci pour elles. C'est que ceux mêmes qui troublent cet ordre pour leur dessein particulier excusent ses défenseurs s'ils ne les honorent pas. Mais il ne faut pas appeler devoir, comme nous le faisons tous les jours, une animosité et une âpreté intérieure qui naissent de l'intérêt privé et de la passion personnelle, ni appeler courage une conduite traîtresse et méchante.
Ils appellent zèle leur propension à la malignité et à la violence. Ce n'est pas la cause qui les échauffe, c'est leur intérêt. Ils attisent la guerre non parce qu'elle est juste, mais parce que c'est une guerre. Rien n'empêche que l'on puisse se comporter agréablement, commodément, dit Montaigne, on peut comprendre avec aisance, et loyalement entre des hommes ennemis les uns des autres. Conduisez-vous en ce cas avec une affection sinon parfaitement égale, car elle peut supporter différents degrés, mais du moins modérée et telle qu'elle ne vous engage pas envers l'un au point qu'il puisse tout exiger de vous. Et contentez-vous aussi d'une moyenne mesure de leur faveur et de couler dans une eau trouble sans vouloir y pécher. L'autre manière, qui consiste à s'offrir de toute sa force à cela et à ceci, participe encore moins de la prudence que de la conscience. Celui au profit de qui vous en trahissez un autre, auprès duquel vous êtes pareillement bien reçu, ne sait-il pas que vous en faites autant à ses dépens à son tour? Il vous tient pour un méchant homme. On trouve la même idée chez Rabelais, Gargantua 47. Cependant, il vous écoute et tire parti de vous et fait son profit de votre déloyauté. Les hommes doubles sont, en effet, utiles par ce qu'ils apportent, mais il faut prendre garde qu'ils n'emportent que le moins qu'on peut. Moi, je ne dis rien à l'un que je ne puisse dire à l'autre, à son heure, l'accent seulement étant un peu changé. Et je ne rapporte que les choses ou indifférentes, ou connues, ou qui servent à tous les deux. Il n'y a pas d'utilité pour laquelle je me permette de leur mentir. Ce qui a été confié à mon silence, je le cache scrupuleusement. Mais je me charge d'aussi peu de secrets que possible. La garde du secret des princes est importune pour qui n'en a que faire. Je propose ordinairement ce marché, qu'ils me confient peu, mais qu'ils se fient hardiment à ce que je leur apporte. J'en ai toujours su plus que je n'ai voulu. Le parler ouvert et franc ouvre un autre parler et le tire au dehors, comme font le vin et l'amour. Montaigne a déjà parlé de cet effet de l'ivresse au livre 1, chapitre 11. Philippide répond sagement au roi Lysimaque. Philippide, c'est un poète comique athénien. Lysimaque, 325-281 avant Jésus-Christ, un des lieutenants d'Alexandre le Grand et l'un de ses successeurs, fut roi de Thrace plus tard que de la curiosité. On trouve ça chez Plutarque dans De la curiosité. Donc Philippide répondit sagement au roi Lysimaque qui lui disait « Que veux-tu que je te donne de mes biens ? Ce que tu voudras pourvu que ce ne soit pas de tes secrets. » Je vois que chacun se dépite si on lui cache le fond des affaires auxquelles on l'emploie et si on lui en dérobe quelque intention secrète. Le mot de Montaigne est « quelque arrière-sens », cf. l'expression « arrière-pensée ». Pour moi, je suis heureux qu'on ne m'en dise pas plus que l'on ne veut que j'en mette en œuvre et je ne désire pas que ce que je sais de l'affaire outrepasse et gêne mes paroles. Si je dois servir d'instrument de tromperie, que ce soit au moins la conscience sauve. Je ne veux pas être considéré comme un serviteur assez affectionné et assez loyal pour qu'on me trouve bon à trahir quelqu'un. Celui qui est infidèle à lui-même a quelque excuse de l'être à son maître. Mais les princes auxquels je pense sont les princes qui n'acceptent pas les hommes à moitié et méprisent les services limités et assortis de conditions. Il n'y a rien d'autre à faire. Je leur dis franchement mes bornes. Esclave, je ne dois l'être, en effet, que de la raison et de la justice, et encore ne puis-je pas bien y parvenir. Et eux aussi ont tort d'exiger d'un homme libre une telle suggestion à leur service et une telle obligation de la part de celui qu'ils ont fait et acheté ou dont le sort est attaché particulièrement et précisément au leur. Les lois m'ont délivré d'un grand tourment. Elles m'ont choisi un parti et donné un maître. Toute autre supériorité et toute autre obligation doivent être relatives à celle-là et restreintes en conséquence. Cela ne signifie pourtant pas que, dans le cas où mes sentiments me porteraient vers un autre parti, j'y porterais immédiatement le bras. C'est-à-dire je l'aiderais de mon bras. La volonté et les désirs se font eux-mêmes la loi. Les actions doivent la recevoir des règles publiques. Toute cette mienne façon de procéder est assez en désaccord avec nos usages. Cela ne serait pas de nature à produire de grands effets ni à durer. L'innocence elle-même ne saurait ni négocier entre nous sans dissimulation, ni marchander sans utiliser le mensonge. Aussi les occupations publiques ne sont-elles pas de mon gibier. La part que ma situation sociale en demande, je la lui fournis dans la forme la plus privée que je puis. Jeune, on m'y plongea jusqu'aux oreilles et cela réussissait. Pourtant, je m'en détachais de bonne heure. Donc, jeune, Montaigne dit enfant. Au sens ancien, cela signifie adolescent. Il fait allusion apparemment à ses études de droit et même aux premières années d'exercice de sa charge de magistrat. Je m'en détachais, allusion à sa démission et à sa retraite le 24 juillet 1570. Depuis, j'ai souvent évité de m'en mêler, j'ai rarement accepté, jamais je n'ai demandé.
j'ai tenu le dos tourné à l'ambition. Si je n'ai pas fait comme les rameurs qui s'avancent ainsi à reculons, je me suis toutefois conduit de telle façon que, si je ne suis pas embarqué dans les affaires publiques, j'en ai moins d'obligation à ma fermeté qu'à ma bonne fortune. Car il y a des voies moins ennemies de mon goût et plus conformes à ma capacité par lesquelles, si ma fortune m'avait appelé autrefois au service public et à mon avancement vers l'estime du monde, je sais que j'aurais passé par-dessus la raison de mes opinions pour la suivre. Cela peut faire penser que si Montaigne a renoncé à ses fonctions de magistrat en 1570, ce n'est pas faute d'ambition, mais parce qu'on lui avait refusé l'accès à la grande chambre. Ceux qui disent couramment contre ce que je professe que ce que j'appelle franchise, simplicité et naturelle sincérité dans ma conduite, c'est artifice et finesse, donc finesse au sens de subtilité, de ruse, cf. Finot, et plutôt prudence que bon fond, habileté que naturel, bon sens que bonheur, ou bonne chance, réussite, cf. Faire telle chose avec bonheur, me font plus d'honneur qu'ils ne m'en ôtent. Mais assurément, ils font ma finesse trop fine, et à qui m'aura suivi et observé de près, je donnerai parti gagné contre moi s'il n'avoue pas qu'il n'y a pas de règle dans leur école qui saurait reproduire ce mouvement naturel qui est le mien, et garder une forme bien apparente de liberté et de licence aussi constante et inflexible en parcourant des routes aussi tortueuses et diverses, et ils n'avouent pas que toute leur attention et leur intelligence ne pourraient pas les y amener. La voie de la vérité est une et simple, celle du profit particulier et de l'intérêt des affaires que l'on a en charge double, accidentée et hasardeuse. J'ai vu souvent pratiquer ces libertés contrefaites et artificielles, mais le plus souvent sans succès. Elles font tout naturellement penser à l'âne d'Ésope qui, voulant égaler le chien, vint se jeter gaiement, les 2 pieds en avant, sur les épaules de son maître. Mais autant le chien recevait de caresses pour avoir fait pareille fête, autant, et même 2 fois plus, le pauvre âne reçut de coups de bâton. Fable 293 d'Ésope que La Fontaine a imité dans L'âne et le petit chien, 4, 5. Id maxime quenque decet quod est cuiusque sum maxime. Cicéron de Officiis 1.31. Ce qui nous sied le mieux, c'est ce qui nous est le plus naturel. Je ne veux pas priver la tromperie de sa place. Ce serait mal comprendre le monde. Je sais qu'elle a servi souvent de manière profitable et qu'elle maintient et entretient la plupart des professions des hommes. Il y a des vices légitimes, donc c'est-à-dire ici permis par les lois humaines et les nécessités sociales, comme il est dit plus loin, comme il y a beaucoup d'actions, ou bonnes ou excusables, qui sont illégitimes. La justice en soi, naturelle et universelle, est réglée autrement et plus noblement que ne l'est cette autre justice qui est spéciale, nationale et assujettie aux besoins de nos sociétés. Veri iuris Germanaeque justitiae solidam et expressam effigem nullam tenemus, umbra et imaginibus utimur. Donc Cicéron de Officiis 3.17. Nous ne possédons pas de modèle solide et précis d'un véritable droit et une justice authentique. Nous usons d'images et du nombre. En sorte que le sage d'Andamis, sage indien, cf. Plutarque Alexandre 20, entendant raconter la vie de Socrate, de Pythagore, de Diogène, jugea qu'ils étaient de grands personnages pour tout le reste, mais qu'ils étaient trop asservis au respect des lois. Pour donner autorité à ces lois et les seconder, la véritable vertu doit, en effet, beaucoup abandonner de sa vigueur originelle, et beaucoup d'actions vicieuses ont lieu non seulement avec leur permission, mais aussi grâce à leurs conseils. Ex senatus consultis plebiscitis scelera exercentur. Sénèque, Letralucilius, Lucilius. Je ne sais pas lire le chiffre parce que c'est X, C, V. Je ne sais plus. Le C. Des crimes sont commis en vertu de senatus consultes et de plébiscites. Je suis le langage commun qui fait une différence entre les choses utiles et les choses honnêtes, en sorte que pour certaines actions naturelles, non seulement utiles mais nécessaires, il emploie les mots déshonnêtes et malpropres. Le mot de Montaigne est sale. Mais continuons nos exemples concernant la trahison. 2 prétendants au royaume de Thrace en étaient venus à se disputer à propos de leurs droits. Ces 2 prétendants s'appelaient Rescuporis et Cotis. C'est Tibère qui les empêcha de recourir aux armes, la victime fut Cotis. Tacite, Annales 2, 65-67. L'empereur les empêcha de recourir aux armes, mais l'un d'eux, sous couleur de conclure un accord amiable pour leur entrevue, ayant convoqué son compagnon pour lui faire fête dans sa maison, le fit emprisonner et tuer. La justice voulait que les Romains obtinssent réparation de ce forfait, la difficulté empêchait d'employer les voies ordinaires, ce qu'ils ne purent faire légalement sans guerre et sans risque, ils entreprirent de le faire par traîtrise. Ce qu'ils ne purent honnêtement, ils le firent utilement. À cela se trouva apte un certain Pompinius Flaccus, celui-ci, par des paroles et des assurances trompeuses, ayant attiré cet homme dans son filet,
au lieu de l'honneur et de la faveur qu'il lui promettait, l'envoya pieds et poings liés à Rome. Un traître en la circonstance en trahit un second, contrairement à ce qui se passe d'ordinaire. Ces gens-là, en effet, sont pleins de défiance et il est difficile de les surprendre en usant de leur art, témoin la pénible expérience que nous venons de faire à ce sujet. Alors, 2 secondes, je vais boire, profitez-en pour boire aussi. Parce qu'on ne boit pas assez, c'est vrai. C'est important, un petit message santé. Au milieu de montagne. Donc, sera Pompinius Flaccus qui voudra, et il y en a suffisamment qui le voudront. Quant à moi, et ma parole et ma loyauté sont, comme le reste, des parties de ce corps commun. Donc ce corps commun, c'est l'État. Leur meilleure action, c'est le service public. Je considère cela comme présupposé. Mais de même que si l'on me commandait de prendre la charge du palais de justice et des procès, je répondrais « je n'y entends rien », ou la charge de conducteur de pionnier, je dirais « je suis appelé à un rôle plus noble », de même si l'on voulait m'employer à mentir, à trahir et à me perjurer pour rendre quelques services notables, même s'il ne s'agissait pas d'assassiner ou d'empoisonner, je dirais « si j'ai volé quelqu'un ou lui ai dérobé quelque chose, envoyez-moi plutôt aux galères ». Il est en effet loisible à un homme d'honneur de parler comme le firent les Lacédémoniens lorsque, ayant été battu par Antipater, chef macédonien, lieutenant de Philippe puis d'Alexandre qui lui confia la Macédoine quand il partit pour son expédition, Antipater fut battu par les Grecs soulevés par Démosthène, mais les vainquit ensuite en 322 avant Jésus-Christ et leur imposa des conditions très onéreuses, Plutarque commente on pourra discerner le flatteur avec l'ami. Ils étaient au moment des accords avec lui. Vous pouvez nous imposer des charges lourdes et ruineuses autant qu'il vous plaira, mais des choses honteuses et déshonnêtes, vous perdrez votre temps à nous les ordonner. Chacun doit avoir juré à soi-même ce que les rois d'Égypte faisaient solennellement jurer à leurs juges, à savoir qu'ils ne s'écarteraient pas de la voix de leur conscience quelques commandements qu'eux-mêmes leur en fissent. Plutarque dit notable des anciens rois, princes et grands capitaines. Sur des missions telles que celles dont j'ai parlé plus haut, il y a une marque d'ignominie et de condamnation. Et celui qui vous la confie vous blâme et il vous la confie, si vous le comprenez bien, comme fardeau et comme peine. Autant les affaires publiques s'améliorent par votre action, autant les vôtres de ce fait se détériorent. Vous faites alors d'autant plus mal pour vous que mieux vous opérez dans votre mission. Il ne sera pas nouveau, ni peut-être sans quelque apparence de justice, que celui-là même qui vous aura mis à l'œuvre vous en châtie. La perfidie peut être excusable dans un cas. C'est seulement lorsqu'elle s'emploie à punir et trahir la perfidie. On trouve dans les livres nombre de trahisons non seulement refusées, mais punies par ceux en faveur desquels elles avaient été entreprises. Qui ne connaît la manière de voir et de faire de Fabricius à l'encontre du médecin de Pyrrhus? Donc Fabricius, consul en 282 avant Jésus-Christ, fut mis à la tête d'une armée envoyée contre Pyrrhus. Le médecin de Pyrrhus lui offrit d'emprisonner son roi contre une somme d'argent. Fabius avertit généreusement le roi. Mais on y trouve encore ceci, à savoir que tel a ordonné la trahison qu'il a vengée sévèrement sur celui qui l'y avait employé, refusant ainsi de donner une autorité et un pouvoir sans frein, et désavouant une servitude et une obéissance aussi totalement consenties et aussi lâches. Jaropelque, duc de Russie, suborna un gentilhomme de Hongrie pour trahir le roi de Pologne Boleslas en le faisant tuer ou en donnant aux Russiens le moyen de lui faire quelques notables dommages. Cf. L'histoire des rois et des princes de Pologne de Herburt Fulstin en 1573, on écrit Jaropolk. Ce gentilhomme se conduisit là-bas en habile homme, se dévoua plus qu'auparavant au service de ce roi, obtint de faire partie de son conseil et de ses plus intimes confidents. Avec ses avantages et en choisissant au bon moment l'occasion donnée par l'absence de son maître, il livra par trahison aux Russiens Wislici, actuelle Wislica. Cette petite ville, située non loin de Cracovie, a été la capitale de 2 rois de Pologne, Casimir II le Juste de 1177 à 1194, puis Boleslas V le Pudique de 1243 à 1279. Apparemment, après les événements ici racontés, le dernier des Yaropolk est mort en 1139. Nous gardons russien qu'il s'agit d'ukrainien. Une grande et riche cité, qui fut entièrement saccagée et brûlée par eux avec mise à mort totale non seulement des habitants de tout sexe et de tout âge de la cité, mais aussi d'un grand nombre de gens de la noblesse des alentours qu'il avait assemblés là dans ce but. Jaropelk ayant assouvi sa vengeance et sa colère, qui n'était pourtant pas sans raison, car Boleslas lui avait causé de grands dommages et en se conduisant de pareille façon,
et saoulé par le résultat de cette trahison, venant à en considérer la laideur seule dans sa nudité et à la regarder d'une vue saine et qui n'était plus troublée par sa passion, en conçut un tel remords et un tel dégoût qu'il fit crever les yeux et couper la langue et les parties honteuses à son exécuteur. Antigonos persuada les soldats argyraspides de lui livrer par trahison Eumène, leur capitaine général, son adversaire. Donc Antigonos ou Antigone le Cyclope était un frère et un lieutenant d'Alexandre qui lui avait confié la Phrygie. Après la mort d'Alexandre, peu satisfait de cette part d'héritage, il fit la guerre à Eumène qui défendait les intérêts de la famille d'Alexandre et après des combats victorieux avait obtenu le commandement général en Asie. Parti en guerre contre les satrapes, Eumène fut suivi par Antigone et dans une bataille à Gadamarta en Susiane en 316 avant Jésus-Christ, il fut trahi par les Argyraspides, littéralement, l'élite porteur de boucliers d'argent, soldats d'élite d'Alexandre, qui le livrèrent à Antigone, Plutarque, Eumène 9. Mais à peine l'eut-il fait tuer, après qu'ils le lui eurent livré, il désirait être lui-même le commissaire de la justice divine pour le châtiment d'un forfait aussi abominable, et il les remit entre les mains du gouverneur de la province, en lui donnant l'ordre très précis de les faire périr, et d'une mauvaise mort, de quelque manière que ce fût. En sorte que, du grand nombre qu'il y en avait, aucun ne vit jamais plus l'air de la Macédoine. Mieux il avait été servi par eux, plus il jugea que cela méritait punition, et punition méchante. L'esclave qui trahit la cachette de P. Sulpicus, son maître, fut mis en liberté suivant la promesse incluse dans la proscription de Sylla. La proscription était une liste affichée de condamnés à mort. C'est en 82 avant Jésus-Christ que Sylla, après sa victoire sur les partisans de Marius, fit des proscriptions en masse. Il y avait chaque jour des listes nouvelles, Florus, épitomée du livre 27 de Tite-Live. Mais suivant la promesse de la justice d'État, tout libre qu'il était, il fut précipité du haut de la roche tarpéienne, rocher près du Capitole où avait péri Tarpeia, jeune vestale romaine, fille de Tarpeius, qui avait trahi sa patrie au profit des Sabins. C'était devenu le lieu des exécutions capitales pour trahison. Les Romains laissaient les traîtres pendus avec la bourse de leur paiement au cou. Après avoir satisfait à leur engagement second et spécial, ils satisfaisaient à l'engagement général et premier. Alors je ferai la fin dans une autre vidéo parce que je pense que je n'aurai pas assez de place pour terminer, mais ce n'est pas grave. Mahomet II, donc c'est le sultan Osmanli qui s'empara de Constantinople en 1453, J. de Lavardin, Histoire de Skanderbeg, et aussi N. Kalkondi, l'histoire de la décadence de l'Empire grec. Vous pouvez retrouver des références là-dedans. Donc Mahomet II, voulant se défaire de son frère, sa passion jalouse de la domination l'y poussant, suivant la coutume de leur race, y employa un de ses officiers qui l'étouffa en lui engorgeant les voies respiratoires avec une certaine quantité d'eau prise trop d'un coup. Cela fait, Mahomet II livra le meurtrier pour l'expiation de ce crime entre les mains